Vous êtes dans Comme toujours, bienvenue à tous. Comme chaque semaine, nous revenons sur les images qui ont fait l'actualité, mais au travers du prisme de la communication, nous allons tenter de lire entre les lignes de l'info, puisque, vous le savez, on vous le répète semaine après semaine, la chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit. Au sommaire, cette semaine dans cette émission, comment reconquérir les jeunes? Les étudiants anti-loi du travail ont gagné la première bataille médiatique. Le gouvernement peut-il remporter la seconde manche? Les mots comptent triple en ce moment. François Hollande et le gouvernement jouent vraiment gros sur cette affaire. La chute d'une icône, comment Maria Sharapova a-t-elle géré l'épisode de son contrôle antidopage positif? Elle a fait le choix du mea culpa avec une déclaration particulièrement mise en scène, ça n'a échappé à personne. Nous verrons si c'est une bonne façon de limiter les dégâts. Et puis, la Lali en ce moment contre Cyril Hanouna, un cas d'école. Après l'avoir porté au pinacle, les médias se déchaînent. C'est la théorie du léchage, lâchage, lynchage. Faut-il contre-attaquer ou au contraire laisser passer l'orage? Avec nous, Romain Mouton, fondateur de RM Conseil. Bonsoir Romain. Bonsoir Julien. Franck Tapiro est également là, président de l'agence de communication Hémisphère Droit. Bonsoir Franck. Bonsoir, Romain. Et puis Guillaume Jubin, qu'on retrouve associé du cabinet Tilder, avec d'abord donc cette première question. Comment reconquérir les jeunes? Les étudiants anti-loi travail ont remporté la première bataille médiatique. Ça, c'est ce que je vous disais en titre. Et vous vous souvenez, c'est d'autant plus important cette bataille que le 6 mai 2012, François Hollande avait été très clair. Il venait tout juste d'être élu. Et à l'époque, il avait déclaré ceci, souvenez-vous. Je demande à être jugé sur deux engagements majeurs. La justice et la jeunesse. Chacun de mes choix, chacune de mes décisions se fondera sur ces seuls critères. Est-ce juste et est-ce vraiment pour la jeunesse? Et quand, au terme de mon mandat, je regarderai à mon tour ce que j'aurais fait pour mon pays, je me poserai que ces seules questions. Est-ce que j'ai fait avancer la cause de l'égalité? Est-ce que j'ai permis à la nouvelle génération de prendre toute sa place au sein de la République? Et oui, sauf que la nouvelle génération, mercredi dans la rue, elle disait plutôt ça. Je considère que la loi du travail, c'est une aberration. Même Sarkozy n'a pas osé nous proposer un truc pareil, et ça vient de Manuel Valls, qui est prétendument de gauche. Ils veulent nous enlever le CDI, ils veulent nous enlever les 35 heures, c'est du n'importe quoi. Les heures sup, elles seront plus majorées, c'est n'importe quoi. J'ai pas envie de travailler dans ces conditions, quoi. J'ai pas envie d'avoir des journées aussi longues, de pas avoir de temps de repos. J'ai pas envie d'avoir tout ça, et je pense que c'est important là de manifester, quoi. Elle est perdue, la bataille de la jeunesse, Franck Tapiro? Elle est perdue si on la prend uniquement sous l'angle de la loi El Khomri. Et on voit très bien dans tout ce qui est dit que la loi El Khomri, comme Madame El Khomri, a un dos très large. Ah oui, ça c'est sûr. Très large parce que c'est vraiment extraordinaire quand on est étudiant, quand on a moins de 25 ans, qu'on est encore dans les études, de se plaindre contre cette loi avec des arguments aussi pauvres et je dirais dénués de sens, alors que je pense que le problème des jeunes aujourd'hui est bien plus grave que cela. C'est un problème de confiance par rapport à l'avenir. C'est un problème de confiance, c'est un problème d'affronter l'avenir avec une absence totale de débouchés, une absence totale finalement d'espoir. Mais sur le plan de l'image, sur le plan de la confrontation entre ce discours de François Hollande et puis le résultat 4 ans plus tard. Oui, mais encore une fois, quand on entend François Hollande dire que son ambition, c'est de faire en sorte que les jeunes vivent mieux à la fin de son quinquennat qu'au démarrage, on voit très bien que chaque jour, ça s'amplifie, que près d'un quart, je crois, des moins de 25 ans vivent d'une façon épouvantable, sous un seuil de pauvreté hallucinant, que plus d'1 million, d'ailleurs, aujourd'hui, ne savent pas comment faire, même pour se loger. Donc ça, c'est la réalité de leur vie de tous les jours. Donc quand on a une loi qui vient à un moment envoyer par résonance, renvoyer finalement leur désarroi, c'est normal qu'ils réagissent comme cela. Mais quand on les interroge sur la loi travail, c'est juste, excusez-moi, mais c'est un gag. Ouais. C'est absolument à mourir de rire. Donc il faut oublier cela et prendre plutôt en considération, en termes de communication, les vraies raisons du désarroi des jeunes en dehors de cette loi El Khomri. Il faut aller sur le fond et oublier la forme, Romain Mouton. En termes de communication, François Hollande a perdu sur tous les plans. Ouais. Il a perdu, et toutes les jeunesses en plus. Ouais. C'est-à-dire qu'il a perdu la jeunesse qui avait été pour lui
en 2012, qui avait fait sa campagne, qui est sur les plateaux... C'est celle-là qui est dans la rue. C'est celle-là qui est dans la rue, qui est sur les plateaux télé aujourd'hui, qui utilise tous les outils de communication. C'est l'UNEF, c'est le MGS, c'est son propre camp est dans la rue, et qui a utilisé massivement les outils numériques. Ça a commencé avec une pétition en ligne, avec maintenant plus d'1 200 000 signataires. D'ailleurs, on voit une transformation aussi dans la contestation en termes de communication. Le numérique a pris une place énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça commence par une mobilisation sur Internet, avec maintenant cette fameuse pétition, qui se poursuit dans la rue. D'ailleurs, on est presque étonné qu'il n'y ait pas autant de monde dans la rue qu'il y a eu sur Internet. Et cette contestation de la jeunesse, c'est également celle qui n'a pas voté pour lui, qui a utilisé aussi des outils numériques, qui est presque cette majorité silencieuse qu'on n'entend pas, mais qui est aussi contre lui. Donc, en termes de communication avec les jeunes, François Hollande a tout faux. Et puis Internet, vous en parlez, c'est aussi un immense placard à archives. Souvenez-vous de cette image de François Hollande, c'était lors d'une autre époque, autre temps, autre mœurs. Et vraiment, je demande, et les syndicats l'ont compris, et les mouvements de jeunes aussi, je demande qu'il y ait une mobilisation très forte contre ce contrat première embauche, parce que c'est la première étape du démantèlement général. Guillaume Jubin, à l'époque, évidemment, il appelait les jeunes à aller dans la rue contre la droite. Oui, alors, il y a un fait en communication, c'est quand la jeunesse est dans la rue, elle a toujours raison. Ouais. Quel que soit le pouvoir en place. On peut pas dire, quel que soit le pouvoir en écoutez, place. bon, voilà, vous connaissez pas grand-chose de la vie, laissez-nous gérer, quoi. Nous, on sait à peu près de quoi on parle. C'est impossible, et on voit bien qu'une fois que la jeunesse est mobilisée, ça a toujours été le cas, que la mobilisation se fait de façon progressive, mais à un moment donné, il y a une espèce de taquet au-delà duquel il n'y a plus de retour en arrière possible, et la seule solution pour s'en sortir, c'est d'enlever le texte de loi qui est en question. Et je crois il n'y a pas d'autre solution que le retrait, d'après vous ? Ça y est, c'est déjà quand fini. on atteint un certain niveau de mobilisation de la jeunesse. Donc je pense que le gouvernement aujourd'hui est mobilisé pour justement ne pas atteindre une mobilisation qui l'obligerait à aller vers cette fin-là. Alors, puisque vous l'évoquez, c'est vrai qu'il y a un risque, il y a un écueil absolu à éviter, c'est l'écueil de la condescendance. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image de Manuel Valls qui fait une petite tape sur la joue d'une étudiante il y a quelques temps, peut-être l'air de lui dire bon, écoute ma cocotte, hein, tu reviendras quand tu auras grandi. Vous vous souvenez de cette image, Franck Tapiro ? Ça, je pense qu'il doit faire très attention aujourd'hui à ne surtout pas avoir l'air de... c'était un étudiant, pardon. Ils ne doivent pas avoir l'air de prendre les jeunes pour des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, quoi. Ça change de la gifle, la fameuse gifle très célèbre de François Bayrou, qui, elle, avait des vertus. C'est une gifle punitive. Une gifle, même pas, c'est pas que punitive, c'est remettre la jeunesse dans le bon sens. Une gifle d'éducation, je dirais, de François Bayrou. C'est comme ça qu'on l'avait surnommé. Celle-là, on n'entend pas d'ailleurs ce qu'il lui dit. Peut-être qu'il lui dit un mot sympa. Bon, le geste, c'est vrai, a l'air un petit peu déplacé. Mais encore une fois, c'est toujours très compliqué. Si maintenant les hommes politiques... C'est pour illustrer le risque aujourd'hui à avoir un discours qui puisse être pris de façon un peu paternaliste comme ça, ce qui ne passerait pas du tout. Mais le problème d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une classe politique qui subit de toutes les façons un rejet global de la part de nos concitoyens. Alors, de la part des jeunes, d'ailleurs on l'a vu récemment avec Periscope, et le risque que l'équipe de François Hollande a eu de l'amener sur Periscope et de se faire bâcher pendant un tweet toutes les milliardièmes de secondes, on voit qu'aujourd'hui, c'est vrai que les jeunes, quand ils sont face à des politiques, il y a finalement une déconnexion totale, mais une déconnexion pas seulement en termes d'état d'esprit, parce que les jeunes de gauche n'aiment pas non plus les hommes politiques de gauche. Ça veut dire qu'une classe politicienne, d'ailleurs, a été complètement déconnectée des jeunes. Donc en termes de communication, les hommes politiques et les femmes politiques devraient surtout essayer de comprendre quelles émotions, on parle encore une fois d'émotions, vivent réellement les jeunes et pourquoi est-ce qu'ils réagissent comme ça avec des propos qui ont l'air incohérents, mais qui traduisent finalement leur désarroi encore une fois. Et pourtant, Romain Mouton, la personne qui incarne cette loi, elle est jeune, elle est issue de la diversité. On peut penser que ce visage-là, il pourra être adopté par les contestataires qu'on voit là. Je parle évidemment de Myriam El Khomri. Mais en termes de com, ça ne fonctionne plus d'avoir un visage qui cache la forêt. Le problème, c'est que, et d'ailleurs c'est même pas un problème, c'est un atout, c'est que les jeunes regardent les mesures, et vont aller chercher les textes. Donc aujourd'hui... Enfin, vous avez entendu les commentaires qu'on a entendus tout à l'heure. Là aussi, ne soyons pas condescendants, mais tout de même, il y avait un certain éloignement par rapport à la réalité de ce qui est dans ce texte. On est d'accord, mais ça pourrait être Myriam El Khomri ou n'importe quel autre ministre. Le fait est que quand il y a des querelles au sein du Parti socialiste, une présidentielle qui se prépare, des syndicats, un mouvement de jeunes socialistes, où tous ces petits gens sont manipulent tout le monde, et en fait jouent le prochain congrès du Parti socialiste, on a beau mettre n'importe quel ministre, le
Le résultat, c'est qu'on peut faire dire n'importe quoi aux gens et ils peuvent aller dans la rue à partir du moment où on leur a donné les bons éléments de langage. La réalité, c'est que le gouvernement a fauté en termes de communication numérique notamment. C'est-à-dire qu'ils ont laissé s'imprégner sur les réseaux sociaux, sur Internet, une fausse idée de la loi. C'est-à-dire que ceux qui se sont emparés du sujet, ce sont ceux qui manipulaient et qui finalement laissaient passer les messages qu'ils voulaient. Très tardivement, ils ont créé un compte Twitter, Loi Travail, qui a été tout de suite moqué, ridiculisé sur Internet, parce que c'était trop tard. Ouais. Alors que dans ces cas-là, il faut prendre les choses en amont et presque co-construire. Axel Lemaire l'a très bien fait sur sa loi numérique. Co-construire, co-créer la loi, prendre à partie les gens, les jeunes notamment, et les rendre acteurs du changement. Et pas finalement essayer de réagir, parce qu'en termes de communication, quand la machine est lancée, c'est trop tard. Alors je parlais de Myriam El Khomri, elle aussi, elle a un petit problème d'image, qu'elle a essayé de corriger un petit peu cette semaine. Je ne sais pas si vous l'avez noté, ça a été notamment assez frappant lors d'une interview donnée à RTL. Écoutez, le ton de la ministre assez punchy, comme on dit. Moi, je n'ai de leçons à recevoir de personne. Je viens avec mon histoire, mon parcours personnel et aussi ma vision de la société aujourd'hui en 2015 et sur lesquelles je pense qu'il faut que nous améliorons les choses. Guillaume Jubin, c'était une réponse à Martine Aubry. À ce moment-là, on voit que jusqu'ici, elle est plutôt dans le ton de l'apaisement, Myriam El Khomri, mais là, elle décide de s'affirmer au lendemain de la sortie de Martine Aubry. Oui, c'est vrai, parce que jusqu'à présent, elle s'est pas beaucoup servie de ses atouts, de sa jeunesse, de sa fraîcheur, j'allais dire, en politique. Elle était un peu passive par rapport à l'accord. Exactement, donc elle a donné l'impression finalement que c'était pas elle qui avait la maîtrise de sa propre communication. Et je pense qu'aujourd'hui, elle commence à retrouver la maîtrise de sa propre communication. C'est peut-être un peu tard, mais en tous les cas, elle a les atouts qui lui permettent de reprendre la main et justement de porter ce texte plus fortement qu'elle ne le faisait jusqu'à présent. Ce que j'appelle la révolte du fusible. Un peu comme Martine Aubry sur les 35 heures. On sait très bien que c'est DSK qui avait inventé les 35 heures, mais Martine Aubry qui les a appliquées. Et à un moment, elle se faisait quand même pas mal critiquer, puis elle subissait jusqu'au moment où elle a décidé, elle aussi, en bon fusible, de se révolter. C'est exactement ce que fait El Khomri, surtout face à qui ? Face à Aubry. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger, étant donné qu'elle suscite absolument toutes les formes de haine de la part des gens de gauche. Je pense que voilà, c'est une bonne façon de relever un peu le ton. Je suis d'accord. Pour conclure, Romain Mouton là-dessus. C'est très compliqué pour Myriam El Khomri parce qu'elle est spin doctor des camps adverses, entre guillemets, c'est-à-dire les spin doctors de François Hollande, de Manuel Valls, d'Emmanuel Macron, qui font passer le message que finalement, la loi, c'est pas elle qui l'a construite, c'est pas elle qui l'a écrite, c'est pas elle finalement qui est derrière tout ça. Donc en termes de communication, devoir incarner une loi, être présente sur les plateaux en disant voici ce que j'ai décidé, etc., alors qu'en fait on sait qu'elle n'est pas derrière le stylo qui a écrit cette loi. Ce que dit Emmanuel Macron dans une interview à l'Express cette semaine, par exemple. Merci beaucoup Romain Mouton, on change de sujet maintenant, on va jouer au tennis. Avec l'image de com de la semaine, c'est la conférence de presse de Maria Sharapova, un rendez-vous dont la mise en scène avait été orchestrée manifestement très en amont. Vous voyez ce grand rideau derrière. 24 heures avant, d'ailleurs, les journalistes ont été prévenus d'une annonce importante concernant Maria Sharapova. À ce moment-là, il y a une rumeur évidemment qui s'est répandue. Tout le monde a cru qu'à 28 ans, elle allait annoncer sa retraite. C'est assez courant chez les joueuses de tennis d'annoncer la retraite assez jeune. Et puis en fait, pas du tout. On a vu tout le décorum son arrivée devant le micro. En fait, donc pas du tout. Elle n'a pas du tout parlé de sa retraite. Elle a annoncé plutôt ceci. J'ai été contrôlée positive et j'en assume l'entière responsabilité. Il est très important pour vous, pour bien comprendre la situation, que pendant 10 ans, j'ai pris un médicament qui ne faisait pas partie des substances illicites. Et je prenais ce médicament tout à fait légalement. Mais le 1er janvier dernier, les lois ont changé et le meldonium est devenu une molécule interdite, ce que je ne savais pas. Alors, un mot sur la posture d'abord, Franck Tapiro. Sur la posture, sur le décorum. On voit qu'on est dans un cadre qui est à son avantage et en même temps, il n'y a pas d'ostentation, quoi. Déjà, regardez comment elle est habillée, couleur noire, très austère, le fond, un rideau, on se croirait vraiment dans les années 70 au comité olympique soviétique. Joli quand même, bien apprêté, etc. Joli, mais vraiment on est dans l'austérité absolue, surtout quand on parle de Sharapova, pas maquillée, pas de bijoux. C'est extraordinaire. Elle essaie de faire oublier la Sharapova, mais plutôt montrer un être qui va faire un acte finalement de contrition exactement, et puis de vérité. Alors, ce qu'il y a de très malin, c'est qu'on le sait très bien en com de crise, c'est que si vous ne communiquez pas, c'est la crise qui communique pour vous. Donc l'idée, c'est de communiquer en premier pour dire j'ai fauté, c'est grave, mais je vais vous expliquer. Et puis là, elle commence à rentrer dans une explication. Donc déjà 50% du boulot est bien fait, mais il y a un mais. C'est que la fameuse meldonium, je crois, c'est pour guérir, je crois, du diabète. Oui, diabète, problème cardiaque, il y a plein de choses. Elle n'aurait jamais souffert de diabète. Donc, il faudrait, je pense, en temps 2, parce que le temps est plutôt
pas mal réussi parce qu'au final, elle a un peu anesthésié les attaques qu'on pouvait lui faire, parce que c'est elle qui s'est auto-déclarée, mais le contre-coup risque d'être terrible si elle n'arrive pas à montrer et à prouver finalement pourquoi elle utilisait ce méldonium qui était à l'époque pas interdit. Donc si c'est pas Alors le là, diabète, maintenant, ce sont les avocats qui sont en train de travailler là-dessus. pendant Mais en 10 tout cas- ans, hein, Oui, 10 oui, ans. oui, pendant Et 10 ans, jouer bien à sûr. ce niveau, à ce niveau-là, à haut niveau, Ouais. avec du diabète, bah, bravo, chapeau. elle mérite vraiment. La posture de loi blanche, Guillaume Jubin, ça marche ou pas? Moi, je crois que c'est plutôt réussi. Elle a pris les devants, elle a évité un incendie médiatique très rapide, elle a pris les devants. La question que ça pose désormais, c'est qu'elle va devoir continuer à rester devant. Donc ça va être elle qui va devoir garder la maîtrise de ce qui va être dit sur cette affaire. C'est compliqué parce qu'évidemment, maintenant, elle va devoir rentrer dans une séquence d'explication. Elle a géré la première période qui est la période d'émotion. Elle l'a très bien gérée, on l'a vu, avec des très belles images qui sont très très bien encadrées. Maintenant, elle va être dans la séquence de l'explication, et là, ça va devenir plus compliqué, parce qu'évidemment, si elle veut garder un temps d'avance, il va falloir qu'elle-même dévoile des éléments qui risquent potentiellement de la mettre en difficulté. Et au passage, ses sponsors principaux l'ont plus ou moins lâché. Certains contrats ont été suspendus, celui de Nike, celui de Tag Heuer. Il y a également Porsche qui figurait parmi ses sponsors qui l'ont un petit peu laissé tomber. C'est du déjà-vu, Romain Mouton. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a vu ça souvent dans le sport. En termes de com, maintenant, on commence à avoir un petit peu d'expérience, cette histoire de la chute et de la gestion du mea culpa et du retour. L'exemple le plus connu, c'est Tiger Woods avec ses démêlés conjugaux. Romain Mouton, vous vous souvenez de cet exercice de contrition aussi de Tiger Woods qui prenait sa mère dans ses bras. Il y a une histoire à raconter là. Oui, tout n'est pas perdu pour la joueuse. Et il s'avère que 79% de ses revenus, c'est des contrats publicitaires. On voit Tiger Woods pendant que vous parlez. On avait diffusé ça en direct à l'époque. Hug. Et il avait perdu aussi des dizaines et des dizaines de millions de dollars de la part de Nike. Vous vous souvenez? Effectivement. Ouais. Le fait est que là, il y a une différence, c'est que elle n'a pas pour le moment mis sa famille en exergue, et on verra quelle stratégie de communication elle adopte. Il s'avère que celle-ci, en tout cas, elle ne pourra pas la rejouer, puisque une fois que ça a été fait, on ne peut pas faire de la redite. Elle sait qu'elle a beaucoup joué sur la com, et qu'elle, encore aujourd'hui, maintenant qu'elle n'est plus sur le devant de la scène, en tout cas en tant que championne de tennis, elle est en tant que championne de la com et des marques. 79% de ses revenus, 29 millions d'euros quand même par an, c'est des contrats publicitaires. Donc il y a un enjeu au-delà même de la joueuse de tennis, qui est un enjeu de communication pour les marques de sport, qui doivent réagir rapidement. Et là, on l'a vu, Nike a réagi très rapidement sur la joueuse. Franck Tapiro-Trépine, je vous donne la parole, mais d'abord, je voudrais qu'on voit quand même la première pub de Nike après l'affaire pour Tiger Woods, parce que c'est particulièrement intéressant. Vous parliez de la famille, là aussi, elle avait été mise beaucoup en exergue. Ils avaient même ressuscité le père de Tiger Woods. Regardez. La voix off. Tiger, je suis d'un naturel plutôt enclin à la curiosité, à encourager la discussion. Je veux savoir ce à quoi tu pensais. Je veux savoir ce que tu ressens. Et as-tu appris quelque chose? Franck Tapiro. Magnifique, parce que on sait l'importance du papa de Tiger dans ce film. Il y a l'émotion, il y a le visage, son visage qui comprend un peu l'erreur peut-être qu'il a commise. Pour revenir sur Sharapova, n'oublions pas qu'elle est aussi à un âge, on croisait les chemins, où, comme on l'a dit tout à l'heure, elle prépare peut-être aussi sa retraite. 28 ans. Et je pense que cette conférence de presse est d'abord faite, non pas seulement pour sauver son image de tenniswoman brillante, mais pour plutôt garder des chances de pouvoir rebondir en après-sport avec des marques, avec des sociétés qui voudront bien lui faire confiance. Donc non seulement elle est obligée de faire cette communication pour sauver son image de championne, mais pour pouvoir rebondir derrière. Parce que quand il n'y aura plus le tennis, ce genre de conférences de presse seront difficiles à effectuer. Vous avez moins les médias sur vous, moins les projecteurs. Il va falloir trouver des contrats de RP, de relations presse, relations publiques, avec des grandes marques internationales, comme le font toutes les grandes stars du sport après sport. Et je peux vous dire, avec un scandale comme ça arrive mal. Ça tombe plutôt très mal. Surtout si, encore une fois, on ne trouve pas. Moi, c'est le seul truc qui m'importe, c'est de savoir pourquoi elle prenait ce médicament pendant 10 ans. À quoi il peut ressembler le spot de Nike, juste pour le retour d'un mot, d'après vous? Sur le retour de Sharapova, il va falloir qu'il trouve quelque chose aussi. Mais là, il n'y a pas encore de phénomène de retour, puisque le spot a été fait pour Tiger Woods une fois que toute l'histoire a explosé, où il y a eu un mea culpa total. Là, c'est un mea culpa à 50%. Ah, c'est vrai. On n'est pas dans la même configuration. Donc, pour l'instant, les marques ne bougent pas. Comme d'habitude, elles enlèvent leur budget, mais elles vont le remettre petit Allez, à petit. un autre cas d'école de com maintenant, il concerne Cyril Hanouna, touche pas à mon poste.
Touche pas à mon poste, ou plutôt touche pas à ma com, Cyril Hanouna, qui est l'illustration parfaite de ce qu'on appelle en com la théorie, Guillaume Jubin, vous connaissez ça, la théorie des 3 L? Absolument. Léchage, lâchage, lynchage. Absolument. Ça, c'est un grand classique. Regardez ce que la presse écrivait il y a encore quelques semaines sur Cyril Hanouna. L'irrésistible ascension de Cyril Hanouna, il y en avait partout. Et cette semaine, c'est devenu plutôt ça, le caïd de la télé. Tout est dit, Guillaume Jubin. Oui, mais je crois qu'il faut surtout resituer ce qui se passe sur le cas Cyril Hanouna autour de la grande bataille du PAF qui est autour du groupe Canal+. Ouais. Je pense qu'il faut quand même resituer... Vous croyez qu'il y a une toile de fond comme ça? En tous les cas, je pense qu'il faut le resituer dans ce cadre-là. On Ouais. voit bien que des journaux dits sérieux et habituellement qui ne traitent pas de ces sujets de télévision, je pense à Society, je pense au Canard Enchaîné, je pense à Téléops, à pas mal de médias dont c'est pas forcément l'objet de parler de Cyril Hanouna qui se sont mis à prendre ce sujet. C'est la preuve quand même qu'il y a en toile de fond une bataille qui va au-delà. On sait qu'autour du groupe Canal+, de sa prise de la prise de pouvoir de Vincent Bolloré au sein du groupe Canal+, et du rôle qu'aurait pu jouer Cyril Hanouna proche de Vincent Bolloré, il y a toute une polémique qui s'est créée. Et je pense que la bataille qu'on voit, qui va quasiment d'ailleurs au-delà des plateaux de télévision, dans des grands médias, on voit bien, et on en parle ici ce soir, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va au-delà de simplement une rivalité entre quelques animateurs ou de guéguerre sur des plateaux de télévision. Et l'acmé, si on peut dire, de toute cette histoire, ça a été les adieux, en tout cas le au revoir provisoire du chroniqueur Bertrand Chameroy dans l'émission Touche pas à mon poste, il y a quelques jours, regardez. Moi, j'ai toujours voulu faire ce métier depuis que j'ai 4 ans parce que je marche, c'était ma passion. C'est vrai. Je me suis beaucoup amusé pendant vous m'avez apporté beaucoup de choses. Je me suis éclaté pendant de nombreuses années dans cette émission. Et aujourd'hui, je ressens moins de plaisir quand je fais les chroniques. Je me sens moins à l'aise. Et aujourd'hui, je ressens le besoin de prendre du recul par rapport à tout ça. Quelques heures après ça, il y a eu un tweet de Cyril Hanouna directement où il a expliqué, en gros, il se disait sidéré qu'on puisse imaginer qu'il ait viré Bertrand Chameroy. Pas du tout, alors que j'ai tout fait pour lui depuis 4 ans. Romain Mouton. La communication de Cyril Hanouna, il touche pas à mon poste, est parfaitement calibrée et chacun a son rôle. D'ailleurs, sur l'émission, il a été montré et expliqué que chacun a un rôle bien défini. Après cette polémique, il a décidé de réunir toute son équipe sur le plateau où il a voulu montrer l'unité, montrer que finalement, les fuites, les gens qui parlent, moi, il n'y a pas de off, regardez, ils sont tous là. Sur le plateau, ils sont autour de moi, ils sont heureux d'être là, ils sourient, ils le disent. Le problème, c'est que le lendemain, il y a eu ce départ, et donc forcément, ça a mis une petite encoche à cette image d'unité. Mais Cyril Hanouna a parfaitement compris les outils numériques, et en tout cas, son entourage les maîtrise parfaitement, puisqu'il s'est créé une communauté de fans sur Twitter. 3,5 millions à peu près de personnes le suivent. C'est ça. Alors, il y a à la fois la page Facebook, il y a le compte Twitter, et on voit à chaque émission, dès qu'il y a un buzz sur un sujet... il dit bonne nuit, c'est retweeté 2000 fois, hein. Ça, je vous le confirme. Et à chaque fois, dans ce qu'on appelle les topping trends, enfin en tout cas sur les grandes tendances mondiales de Twitter, on voit que les sujets abordés dans Touche pas à mon poste sont dans les sujets les plus partagés. Et c'est même c'est d'ailleurs le magazine Society qui expliquait ça, c'est qu'il y a une centaine de fans sur Twitter qui ont été identifiés et qui sont mieux traités, interlocuteurs de Cyril Hanouna, qui ont même été apparemment emmenés à Disneyland. Et donc, tout a été calibré pour faire en sorte que dès qu'il se passe quelque chose sur la sphère de Twitter, il y ait une réponse des fans de Cyril Hanouna. Donc, au niveau de communication, tout est bordé. Évoquons un peu l'après, Franck Tapiro. C'est pas la première star télé qui se fait éreinter. Évidemment, ça crée des jalousies. Mais en général, ces personnalités-là, si elles arrivent un peu à contrôler leurs nerfs, arrivent à rester dans le jeu et à revenir. Mais la vraie différence entre Cyril et tous les autres, auparavant, c'est que Cyril n'est pas seul, comme on vient de le dire. Il n'est pas seul parce qu'il a non seulement son équipe, il a les tweetos, il a une communauté. Et aujourd'hui, quand on parle de Cyril Hanouna, c'est un phénomène, c'est la communauté Hanouna. Ça n'a plus rien à voir. À l'époque, rappelez-vous les grands scandales auprès d'animateurs, Sabatier. Alors Sabatier, du jour au lendemain, qui était entouré, dès qu'il y avait un bug, il se retrouvait tout seul. Seul, et ses anciens amis d'ailleurs lui tournaient le dos, mais comment as-tu pu faire quelque chose comme ça? Il se passe exactement le phénomène inverse avec Hanouna, ce qui d'abord est rassurant, parce que ça montre que son succès n'est pas usurpé, ça montre qu'il a une vraie équipe autour de lui, ça montre que les gens comptent sur lui, que finalement, après cette attaque, je vais vous dire ce qui va se passer. Sa cote va monter davantage. Et on prend les paris d'un point de vue émotionnel, puisque j'ai mon bracelet émotionnel. Il a un bracelet qui mesure son émotion en temps réel, Franck Tapiro. En temps réel, avec des données brutes. Hein. Mais je vous dis que si on teste les émotions justement du public après cette polémique, vous verrez que ça va exploser pour Hanouna positivement. Merci beaucoup à tous les trois. Comme toujours, on revient évidemment la semaine prochaine. Bonne soirée, toujours sur LCI, le journal tout de suite.